Nous sommes très fiers de vous annoncer qu'en dépit d'une menace adressée à l'endroit de Madame Florence Bergeau-Blaclair, ici à Montréal, avant même de son arrivée au Québec, l'événement prévu avec la chercheure française est maintenu. Pour des raisons de sécurité, on l'a relocalisé et on est toujours ici avec un public. Madame Bergeau-Blaclair, anthropologue, chercheuse au CNRC, spécialiste du frérisme en Europe, est ici aujourd'hui avec nous et elle donnera une conférence sur l'idéologie des frères musulmans et ses réseaux d'influence en France. Malgré les tentatives d'intimidation, nous, les Québécois, nous réaffirmons notre attachement à la liberté d'expression, au savoir critique et au dialogue public éclairé. Nous remercions Madame Bergeau-Blaclair de se déplacer malgré qu'elle a su, avant de son arrivée au Québec, qu'il y a des menaces de mort. On apprécie énormément. Puis, on vous remercie. J'espère que ça sera pas la dernière fois que vous êtes ici. Puis, on va vous avoir souvent ici au Québec. Merci. D'abord, merci vraiment de cette invitation. Effectivement, les choses se sont précipitées. On a fait comme on a pu, et sachant que, effectivement, avant même d'atterrir ici à Montréal, j'ai appris donc qu'il y avait des menaces de mort, au moins une caractérisée, dont j'ai vu le procès verbal à mon encontre. Effectivement, c'était préoccupant. Comme vous le savez, je suis sous protection policière depuis plus de 2 ans maintenant en France, en permanence. Donc, finalement, l'équipe de sécurité française a passé le relais à l'équipe de sécurité québécoise qui est là. Et donc, nous sommes bien protégés. Et je voudrais les saluer, je voudrais qu'on les applaudisse parce que les policiers font énormément pour nous. Alors, on est dans une période un petit peu particulière en ce moment, puisque en France, un rapport donc, commandé par Emmanuel Macron et Gérald Darmanin à deux rapporteurs a été demandé donc au printemps de l'année dernière, en 2024. Et ce rapport donc fait suite à une certaine des lanceurs d'alerte, et puis peut-être aussi le livre que j'ai écrit en janvier, qui est paru en janvier 2023, qui s'appelle Le frérisme et ses réseaux. Il y avait donc manifestement une demande d'information. D'ailleurs, c'est un rapport enfin, comment on appelle ça? Un rapport d'information, c'est pas un rapport d'enquête qui a été demandé à ces deux rapporteurs, messieurs Courtade et Gouillette, mais un rapport d'information qui consistait en fait à faire le point sur les connaissances qu'on avait sur les frères musulmans en France. Sachant que jusqu'ici, l'essentiel du combat mené par l'État s'adressait plutôt aux djihadistes ou aux formes salafistes qui sont très présentes aussi sur le territoire français et européen et partout, hein, même chez vous aussi. Ici, donc, il s'agit d'une menace un petit peu plus difficile à saisir parce que précisément, elle a un projet, hein, comme les autres, comme les djihadistes, qui est donc l'établissement d'une société islamique, d'un califat. Mais je préfère parler de société islamique moderne, un peu ce qu'on vit tous les jours, mais avec la charia simplement qui s'applique, et une vision du monde qui est celle de l'islam. Pour dire ça, pour arriver à faire passer cette idée-là, ça nous a pris, je crois, pour ceux qui se sont mobilisés les plus tôt, au moins 20 ans. Le temps de réaliser dans les années 80-90 ce qui se passait, et puis de pouvoir l'écrire, de pouvoir en parler à partir des années 2000. Pour que ça donne lieu à un rapport, c'était un long chemin, mais ça a été fait. Il y a d'autres pays où la présence des frères musulmans est aussi ancienne, que ce soit l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, l'Angleterre, et où on n'a pas véritablement fait connaître au grand public l'ADN, la nature de ce mouvement, comment il agit, etc. Donc c'est quand même c'est important.
Ça veut dire que malgré tout, même si on n'est pas très rapide, si on est un peu long à la détente, il y a quand même des choses qui sont possibles. Alors, je ne vous dis pas que c'est facile parce que finalement, à peine le rapport sorti, eh bien, ça a été une vague, une vague pour expliquer que tout ça était faux, ou minimisé ou maximisé. En fait, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas et on a très peu parlé de son contenu, ce qui est dommage parce que c'est un contenu qui s'appuie sur un certain nombre de travaux. Il y a les miens, bien sûr, mais il n'y a pas que les miens. Il y a aussi des travaux, je pense à ceux de Bernard Rougier aussi, qui a écrit sur le salafisme et qui a un peu abordé cette question du frérisme à travers l'idée d'écosystème. Il y a beaucoup d'autres experts qui ont été interrogés pour ce rapport. Il y a bien sûr les renseignements généraux, les renseignements territoriaux, la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure, qui a contribué à ce rapport, notamment sur les aspects les plus factuels. Parce que depuis, on peut dire que depuis des années maintenant, l'université ne fait plus son travail d'observation et d'analyse tout simplement de l'islamisme. L'islam politique, c'est quand même quelque chose qu'on a étudié dans les pays musulmans. C'est un sujet parfaitement acceptable, parfaitement normal dans les universités, sauf quand il s'agit des pays sécularisés. Alors à ce moment-là, ça devient un grand, grand tabou. Donc, puisque les universitaires n'ont pas fait ce travail, eh bien, il y avait quand même des gens qui le faisaient, et notamment nos services secrets, et ils ont apporté un certain nombre de chiffres, un certain nombre de données qui, à mon avis, sont assez plausibles. Je peux le dire à travers les connaissances que j'ai de ce sujet. Je pense que parfois, elles sont un peu sous-estimées. Euh, et ça avait été noté par un chercheur qu'il faut absolument lire sur ces questions, c'est Lorenzo Vidino, qui est un chercheur italo-américain qui a depuis longtemps alerté sur ces mouvements et qui soulignait le caractère disproportionné entre ce qu'ils représentent véritablement dans la population musulmane et les effets qu'ils sont capables de produire. Ça, il y est arrivé en tant que politologue, et moi, j'y suis arrivée à peu près aux mêmes conclusions, en essayant de le démontrer dans mon livre Le frérisme et ses réseaux, en étant anthropologue et en étudiant le marché halal. C'est mon livre précédent qui s'appelait Le marché halal ou l'invention d'une tradition, que je suis en train de réécrire et qui va certainement sortir sous une version complètement nouvelle en fin d'année, où je montrais en fait l'évolution normative, comment à travers le marché halal et l'évolution du halal, on pouvait comprendre la pensée ou les modes d'action des frères musulmans. Donc voilà, le marché halal ou l'invention d'une tradition, c'est un livre qui sort en 2017 et le frérisme, il sort 6 ans plus tard en 2023 et c'est vraiment sa poursuite. Et puis maintenant, je suis en train de réfléchir justement à bien théoriser, à bien conceptualiser chaque élément pour montrer non pas seulement à mes collègues qui de toute façon ne m'écoutent plus, enfin pour la plupart, heureusement j'en ai avec qui il est possible de travailler, mais aussi au grand public, parce que c'était surtout ça que je voulais faire avec le frérisme et ses réseaux, informer le grand public, parce que je considère aujourd'hui qu'il n'y a que les citoyens qui seront capables d'entraver ce mouvement qui ne s'arrêtera pas de lui-même. Il est important de comprendre que les frères musulmans ne s'arrêteront jamais de vouloir leur projet. Ils ne s'arrêteront pas parce que, tout simplement, parce que la société que nous avons faite, que le régime dans lequel nous vivons ne leur plaît pas. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Ce n'est ni parce qu'ils sont malheureux, ni parce que, je ne sais pas, ils seraient d'une autre race ou d'une autre culture, tout ce que vous voulez. Non, non. C'est simplement parce que la société que nous avons ne leur plaît pas. Et qu'ils veulent la transformer, qu'ils veulent l'améliorer, qu'ils veulent l'augmenter, on pourrait dire, d'un supplément d'âme islamique. C'est ça, islamiser la modernité. Donc, si on ne les arrête pas, si on n'affirme pas ce que nous sommes et ce que nous voulons en tant que démocrates, je vais préciser le nous que j'utilise là, le nous, c'est pas une communauté en particulier, c'est simplement nous les démocrates face à vous les théocrates. Eh bien, la démocratie ne peut pas supporter en fait l'existence ne peut pas cohabiter avec une théocratie, il faut que ce soit bien clair ça.
Comme nos femmes et hommes politiques sont à peu près incapables d'adresser cette menace, eh bien, il faut se retourner vers nous, chacun de nous, ce que nous vivons dans notre entourage, ce que nous observons, ce qui nous inquiète. Il faut le faire remonter, il faut surtout se déculpabiliser. Non, ce n'est pas raciste ni islamophobe de s'en prendre à la théocratie. C'est simplement tout à fait normal parce que nous sommes démocrates. Donc, vous voyez, là aussi, c'est pas qu'une question de laïcité. C'est une question vitale pour ce que nous sommes. Et voilà. C'est, au plus simple, c'est voulons-nous la charia ou non? Eh bien non, nous n'en voulons pas. Donc, si vous en voulez, eh bien allez la faire ailleurs parce qu'ici, on ne pourra pas la tolérer. Alors, je dis ça, mais en même temps, je suis consciente que les choses pourraient évoluer, que les musulmans qui sont français ou québécois ou qui sont chez eux pourraient aussi être majoritaires et l'imposer parce que tout simplement, ils sont devenus, ils ont la nationalité de nos pays. Donc, il est possible aussi qu'il y ait des populations autochtones, comme on dit, qui adoptent aussi la charia, qui trouvent que c'est pas mal du tout. Et c'est vrai que pour les hommes, ils risquent d'avoir quatre femmes, hein. Pour les femmes, c'est un petit peu plus délicat, puisque évidemment, c'est le voilement et l'effacement dans l'espace public. Mais on n'est pas, on ne peut pas prévoir l'avenir. C'est une possibilité que j'espère qu'il ne se produira pas. Donc, pour qu'elle ne se produise pas, eh bien, j'ai essayé d'écrire ce livre qui s'adresse au plus grand nombre. Alors, ça a plutôt pas mal marché, puisque en France, c'est un livre qui s'est bien vendu, malgré la censure à peu près immédiate des médias de public, hein, que ce soit la télé, la radio ou les journaux plutôt euh, euh, à gauche du Monde, enfin, j'inclus évidemment Le Monde, qui ont fait des revues, enfin même pas, s'ils avaient fait des recensions de mon livre, ça aurait prouvé qu'ils l'ont lu, mais pas du tout. C'était plutôt une série d'insultes, d'aller chercher des collègues qui témoignaient sous anonymat, enfin des choses absolument invraisemblables que je n'aurais jamais imaginé quand j'ai écrit ce livre. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Je voulais donc, en guise d'introduction, vous dire un peu quels sont, qu'à la fois ça a été difficile, mais que maintenant, quand même, il y a un rapport sur les frères musulmans. Et je vais partager mon écran pour commencer la présentation. Alors, les frères musulmans, on les voit ici. C'est l'Union des organisations islamiques de France qui donc organise son congrès annuel il a commencé au début des années 90, je crois, et ça s'est terminé avec les événements du Covid. C'était très difficile pour eux d'organiser un événement qui rassemblait plusieurs dizaines de milliers de personnes venues de partout en France et des pays limitrophes francophones. Donc, ils ont arrêté, ça leur coûtait aussi assez cher. Et puis, je pense aussi que c'était vraiment l'endroit où les services de renseignement pouvaient aller faire leurs courses, hein. Là, tout était déballé. C'était vraiment, il n'y avait plus vraiment à chercher. Mais pour vous montrer, donc les frères, ce sont des hommes en costume cravate, souriants, toujours prêts à vous aider, à vous rendre service. Enfin, ça, c'est évidemment l'apparence. Mais ici, ils ne se cachent pas parce que tout simplement, ils nient leur appartenance à la confrérie. Ils le nient totalement. On a beau faire témoigner des gens qui sont passés par la confrérie, montrer que les ouvrages qu'ils lisent sont bien des ouvrages qui appartiennent à la pensée salafie et celle de la confrérie. Rien n'y fait. Si vous leur demandez s'ils sont frères musulmans, ils vous sourient et vous disent oui, nous sommes tous frères en islam. Voilà, blablabla. Et c'est comme ça, les frères musulmans, c'est une confrérie secrète. Et donc, il y a certains universitaires ou observateurs ou journalistes qui considèrent que, bah, puisqu'ils le disent, eh bien, il faut les croire. Non, évidemment, il ne faut pas les croire. Moi, j'en ai fait l'expérience il y a 30 ans, quand quand j'ai commencé des études d'anthropologie. Avant, j'étais informaticienne. Oui, j'ai fait
un changement assez radical. Quand j'ai commencé l'anthropologie, je me suis intéressée à la question de l'islam et à la question du foulard islamique. C'était pas très longtemps après cette fameuse affaire des foulards de Creil, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a complètement divisé la gauche. Et on n'est pas sorti d'ailleurs du paradigme de l'affaire de Creil. Et donc, à côté de chez moi, j'étais à Bordeaux, il y avait une petite mosquée, enfin plutôt une grande mosquée par rapport aux petites qu'il y avait avant, une mosquée importante qui s'appelait Centre islamique El Ouda. Et donc ce centre islamique, eh bien, je m'y suis présentée pour faire ce qu'on appelle en anthropologie de l'observation participante. C'est-à-dire, vous rentrez dans un milieu, vous arrivez avec le moins de préconceptions possible, si tant est que cela est possible. Et puis, bah, vous observez, vous participez, vous suivez un peu bêtement et un peu naïvement au début. Et alors moi, j'étais parfaitement naïve et parfaitement bien disposée, sauf que j'avais pas 19 ans, je venais pas de sortir du lycée, j'avais déjà eu une expérience professionnelle, je connaissais un peu la vie, et donc bon, je pouvais pas gober quand même tout ce qu'on me disait. Et puis la discipline, l'anthropologie, vous apprend, et je m'étais basée d'ailleurs sur les travaux de Jeanne Favré-Saada, vous apprend à faire un vrai travail sur les interactions, sur la position que vous occupez, ce qu'on vous projette dessus. Et donc, c'est le travail d'analyse sur ce que les gens pensent que vous êtes venu faire, etc. C'est en fonction de cette situation de communication qu'on doit produire des analyses et non pas juste poser des questions et écrire bêtement les réponses. Donc moi, j'avais assez bien vite vu qu'il voulait me convertir à l'islam, bien sûr. Et puis après, j'ai compris qu'il voulait m'instrumentaliser pour que je puisse faire passer un certain nombre de messages à l'université. Et c'est pour ça qu'ils avaient fait un espèce de début de recrutement, tout début de recrutement, en me faisant participer, je me souviens, avec les sœurs musulmanes, hein, parce que j'étais évidemment du côté des femmes, au Al-Arqat, c'est-à-dire au cercle de formation. Et c'est là que je me suis aperçue qu'il y avait bah, une littérature vraiment très marquée. On apprenait Saïd Qutb, on apprenait ce qu'avait dit Hassan el-Banna, ce que disait Youssef el-Qaradawi, pour ne citer que. Et à cette époque-là, il y avait le livre de Gilles Kepel, qui était un livre important parce que c'est le premier qui dit il y a des islamistes en France. Alors c'est évidemment très controversé, comme d'habitude, quand je rapporte que moi, effectivement, j'ai aussi vu des frères musulmans dans mon quartier à Bordeaux. Eh bien, mon maître de thèse à l'époque me dit ça doit être une exception, on n'y prête pas trop attention. Et bien j'insiste un peu et il me dit, bon, écoute, tu vas faire le jeu du Front National. Voilà. Donc c'était déjà il y a 30, plus de 30 ans. Si on parlait de ce qu'on voyait, ça posait déjà des problèmes en termes politiques. On allait jouer le jeu de l'extrême droite. On n'est toujours pas sorti hein, de ce paradigme. C'est quand même assez incroyable. Ça fonctionne toujours, hein, cette culpabilisation, ça fonctionne toujours. Donc j'ai passé outre, évidemment, j'ai beaucoup écrit sur ce que je vivais, et puis comme ils ont vu effectivement que je ne jouais pas le jeu, enfin en tout cas je le jouais mal, je n'arrivais pas, ils ont fini par me sortir du terrain. Et pour sortir du terrain un chercheur, c'est très très facile, vous dites, bah, il travaille pour les renseignements généraux. Hein, voilà. Et donc à partir de là, les gatekeepers que sont les frères musulmans, les gatekeepers de la communauté m'ont exclu évidemment du jeu. Ça veut dire aussi, évidemment, que, il y a des chercheurs qui continuent à chercher dans cet environnement. Et s'ils continuent à chercher dans cet environnement, c'est qu'il y a un deal avec la confrérie ou les fréristes. Je vous expliquerai la différence. Donc, les frères musulmans, quand je les rencontre, c'est ceux-là que je rencontre, notamment quelques-uns qui viennent de Bordeaux. Là, c'est beaucoup plus tard, mais là, en fait, la mosquée El Ouda, c'était plus qu'une petite mosquée avec quelques frères musulmans. C'était un centre vraiment important des frères musulmans qui vont ensuite prendre le pouvoir de temps en temps. Avec les Tunisiens, avec d'autres pôles des frères musulmans en France de l'Union des organisations islamiques de France. Alors maintenant,
Le Point a sorti, il y a à peu près 3 semaines, un document très intéressant, un document, une fuite. Je crois ils l'ont sorti, là, encore aujourd'hui, ils l'ont mis en ligne. Et c'est un document très important parce que on a vraiment toute la description du premier recrutement, des premières années de recrutement du nouveau frère musulman, et on a le vocabulaire utilisé par la confrérie. Et on a le logo de l'UOIF, on a tout, quoi. On a tout pour dire très factuellement, très objectivement, que l'UOIF n'est pas juste une association proche des frères musulmans, elle est la confrérie, elle est l'expression de la confrérie en France. Et il y a d'autres pôles, évidemment. Alors, oui, pour dire un petit peu, dans ces rencontres annuelles, c'est des rencontres avec des conférences. Moi, j'y ai vu Kardawi à l'époque. Il y avait aussi Tariq Ramadan. Enfin, il y avait toutes les grandes stars du monde fréri. C'était aussi un lieu de rencontre où on marie les jeunes. C'était aussi des concours de psalmodie du Coran. C'était une grande foire, les librairies, etc. Énormément de choses pendant 3 4 jours, un univers complètement saisissant où je suis arrivée, alors en tant qu'anthropologue, je me croyais sur une autre planète, véritablement. C'était l'espace du halal, en fait, qui était déjà incarné à cette époque-là. Alors, où situer le frérisme? Alors déjà, pour aller très très vite, l'islam traverse une crise d'identité, on peut dire, au tournant revivaliste entre le 19e et le 20e siècle, sous domination coloniale. Les musulmans se demandent ce qui leur est arrivé pour avoir été soumis par des mécréants. Ce qui n'était pas du tout prévu dans leur texte, puisque le texte dit que l'islam est la meilleure des religions et que c'est les musulmans qui doivent conquérir le monde. Donc, si les musulmans se retrouvent conquis, ils se disent que ils ont pas suivi le bon islam. Ils ont déjà des Occidentaux qui veulent les dominer et les corrompre, c'est ça qu'ils disent. Et d'un autre côté, s'ils n'ont pas su se défendre, c'est qu'ils n'étaient pas assez forts. Et s'ils n'étaient pas assez forts, c'est qu'ils n'obéissaient pas en fait à ce que les, les pieux anciens, les salafis, leur avaient enseigné. Donc on peut dire que c'est à ce moment-là qu'il y a une grande division entre des mouvements musulmans qui vont être inspirés du soufisme, des syncrétismes, de la laïcité, on voit aussi du self-islam, toute cette frange de gens qui ne sont pas des fondamentalistes, qui n'appartiennent pas donc à l'autre branche qui est celle de la salafia. Salafia, je le traduis, même si ça veut dire la référence aux anciens, aux premiers musulmans, c'est-à-dire aux prophètes et à ses compagnons. Ça décrit ici un fondamentalisme dogmatique, littéraliste et une volonté de retour à l'islam des origines. Alors, il y a plusieurs façons de retourner à l'islam des origines. C'est retourner dans l'islam des origines ou alors de s'inspirer de l'islam des origines pour vivre le présent. Donc, vous avez là, en gros, le programme des salafistes purs qui veulent donc revenir au temps du prophète, c'est-à-dire reconstituer la société du prophète, donc sur les chameaux, en gros. Et puis, vous avez l'autre branche qui est plutôt la branche de l'islam politique, l'islamisme, qui est inspiré des frères musulmans. C'est un réformisme. C'est un revivalisme et son idée est l'expansion, c'est-à-dire un projet de califal. Donc on peut le diviser en 3 branches. Le djihadisme, dont l'arrangement institutionnel est double, c'est-à-dire c'est soit un État islamique du type Daesh, soit un réseau donc, du type Al-Qaïda. Vous avez ce qu'on appelle l'islam politique, avec donc des partis islamistes qu'on voit essentiellement dans les États musulmans, dans les pays musulmans. Donc, on retrouve Morsi, on retrouve El Shara, hein, qui est un petit peu entre le djihadisme et l'islam politique, ou notre sultan turc, ça y est, j'ai plus son nom, Erdogan, bien sûr. Et puis la troisième branche, c'est le frérisme, réseau transnational parfaitement adapté aux sociétés, aux sociétés démocratiques, libérales, sécularisées. Et c'est évidemment de ça dont on va parler. J'ai laissé de côté la branche wahhabo-salafiste parce que pour moi, c'est une branche
qui ne vit pas, qui ne survit pas en fait dans les pays sécularisés parce qu'il est interdit, quand on est un musulman très pieux, de vivre en pays de mécréance. Chez les koufars, c'est pas possible, donc on doit faire la hijra, c'est-à-dire repartir dans les pays musulmans. Et à ce moment-là, on va trouver donc des salafis qui sont loyaux vis-à-vis de tel ou tel prédicateur d'Arabie Saoudite ou tel prédicateur du Maroc, par exemple. Alors, le frérisme, il est jamais mieux défini que par c'est vraiment le père hein, de cette idéologie issue de la confrérie des frères musulmans. Le frérisme, nous dit Youssef El-Kardawi, que vous voyez en petit médaillon en haut à gauche, le frérisme ne se limite pas, ne doit pas se limiter à la confrérie. Youssef El-Kardawi est un ancien de la confrérie, mais il est, puisqu'il l'a quitté, en tout cas il le dit, mais il est son plus grand idéologue, le plus grand maître de l'idéologie des frères musulmans, en dehors des pays musulmans en particulier, mais pas seulement, puisqu'il est à la fois celui qui a entraîné, qui a été le professeur du Hamas, et à la fois le professeur des gens que vous avez vus dans la diapo au début. Ce sont des frères de lait, hein, des cousins, tous ces gens-là. Donc le réveil de l'islam ne doit pas nécessairement être un groupe au sens d'un certain nombre de personnes, mais peut-être un groupe au sens d'une école, d'un mouvement de pensée et d'action qui travaille en union pour faire revivre la religion. Le mouvement islamique n'a pas de frontières et bien qu'il soit islamique dans sa source, son orientation, ses principes et ses objectifs, il adopte les méthodologies et les moyens qu'il juge appropriés pour servir sa religion et l'établir sur la terre en fonction de l'époque, du lieu et des conditions. Les frères sont des salafistes du texte, hein, ce sont des gens du texte et du contexte. La différence, c'est que un salafiste et notamment un frérot-salafiste, on verra les nuances, est un orthopraxe, c'est-à-dire pour lui, c'est la pratique qui l'amène à l'éthique, qui l'amène à la compréhension du système. Les frères, eux, c'est un peu l'inverse. Ils vont redécouvrir la pratique à travers l'éthique, leur compréhension de la charia, mais surtout ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent faire que les salafistes ne peuvent pas faire, ce qu'ils s'autorisent à faire, c'est à suspendre certaines pratiques si c'est l'intérêt de la communauté dans l'avancée vers le califat. Donc, c'est ce que certains appellent la taqiyya. Moi, je n'utilise pas ce terme, j'utilise plutôt la ruse ou la dissimulation, le mensonge, tout ce que vous voulez. Euh, donc, on peut de temps en temps ne pas accomplir une pratique si c'est pour la bonne cause, hein, et cette cause-là, il n'y en a qu'une ultime et qui domine toutes les autres. C'est satisfaire Dieu. Et Dieu veut quoi? Il veut que tous les hommes, évidemment, soient musulmans. Donc, c'est une idéologie, le frérisme, qui est adaptée aux démocraties libérales, sécularisées, modernes, multiculturelles, inclusives, sans frontières. Alors ça, c'est vraiment son milieu d'origine. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il ne s'agit pas d'une idéologie importée. C'est une idéologie qui s'est construite à partir d'une guidance, celle des frères musulmans, mais qui s'est véritablement moulée dans nos sociétés, qui est parfaitement chez elle. Euh, alors, elle peut se... voilà, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est de dire, attention, ça n'est pas une école théologique parmi d'autres, c'est plutôt un système d'action qui cherche à conduire tous les courants de l'islam, quelles que soient les sensibilités de ces courants. Alors, il y en a qui sont plus dans le côté matériel orthopraxe, il y en a qui sont plus dans le spirituel, il y en a qui sont plus dans le libéral, dans la réforme, etc. Donc, tous ces courants-là, les frères veulent les amener, veulent les guider vers l'accomplissement de la prophétie califale. C'est chacun, et ça m'a toujours frappé, alors que les salafis sont très, très agressifs vis-à-vis des frères musulmans qu'ils qualifient de mécréants, enfin, de tout ce que vous voulez, de takfiristes et autres. Les frères sont généralement, sur les frères européens, je ne parle pas des autres, hein, là on est vraiment dans européens ou américains, en tout cas dans les sociétés libérales, les frères sont plutôt conciliants.
parce que ils les infiltrent aussi. En fait, les frères sont des gens qui infiltrent, qui modifient l'ADN, qui pénètrent des milieux pour les transformer de l'intérieur. Ils le font aussi avec les autres mouvements. C'est ça qu'il faut comprendre. Ils ne le font pas que avec les démocrates. Parce que leur idée, c'est ça, c'est de les transformer pour les amener à. Et cette dimension du plan, pour moi, je définis le frérisme comme le triptyque vision, identité, plan. C'est-à-dire qu'il propose aux musulmans une nouvelle vision du monde. Il leur propose aussi une identité suprémaciste, plus importante que toutes les autres identités. C'est-à-dire vous êtes d'abord musulman avant d'être québécois, avant d'être de telle ou telle région. Et puis, bien sûr, la dimension du plan, cette dimension de la prophétie, du programme. Et cette dimension programmatique, c'est évidemment celle qui était le grand tabou dont personne ne voulait parler en Europe. On voulait bien en parler un peu dans d'autres pays, dans les pays musulmans, parce que finalement c'était loin, mais à l'université, on ne voulait pas parler de cette dimension du plan parce que ça ressemblait trop à, comment on appelle ça, des théories conspirationnistes, ils ont un programme, etc. Pourtant, ils ne font qu'appliquer le plan de Dieu. C'est pas la peine d'aller chercher vers les conspirations. Appliquer le plan de Dieu, c'est ce que toutes les religions font. Mais toutes les religions ne sont pas identiques. Et celle-là met quand même le plan de Dieu, le plan califal, au-dessus de tout. Et pour tout le monde. Hein. C'est pas elle n'est pas seulement prosélyte, elle est hyper prosélyte de ce point de vue-là, puisqu'elle ne tolère plus rien qui ne soit pas sous son empire. Alors certains me diront, mais si, les gens du livre sont tolérés. Non, les gens du livre ne sont pas tolérés. Ils sont assujettis à une vision de leur religion qui n'est pas celle qu'ils voudraient. Ils ne sont plus capables de s'autodéterminer, donc ils ne sont plus en réalité. Il faudrait qu'ils soient chrétiens, mais selon ce que l'islam voit, considère être chrétien, ou qu'ils soient juifs, selon ce que les musulmans considèrent être juifs. Non, ça n'est pas de la tolérance, c'est simplement de l'assujettissement et de la transformation. Le but étant, pour ces dhimmis-là, de les dissuader de continuer à être des mécréants et de les faire rentrer dans l'islam à la fin. Donc, ce mouvement islamique, hein, comme nous dit Youssef El-Qaradawi, donc c'est un mouvement islamique, il a pour mission l'instauration d'un califat mondial. Et quand on pense aux frères musulmans, on doit toujours penser à la finalité, sinon on ne comprend pas comment ils agissent. Et c'est d'ailleurs pour ça que mettre l'accent dessus, c'était pour un chercheur la chose la plus dangereuse à faire. Je l'ai fait, bon, et effectivement, c'est assez dangereux. Alors, la confrérie des frères musulmans, à l'origine, euh, c'est bien sûr Hassan el-Banna qui l'a créé, il est bien connu maintenant. C'est un jeune instituteur de 22 ans quand il l'a créé, vous imaginez, 1906, il est né en 1906, il la fonde en 1928. Il faut dire que c'est une époque où c'est 4 ans après la chute du califat, l'abolition du califat ottoman, qui a été considéré comme une chose assez normale dans un empire séculier. Qu'un califat disparaisse, ma foi, surtout le califat des autres, hein, c'est assez normal, c'est la modernité, c'est comme ça. Et en réalité, on n'a pas vu que le monde musulman a été traumatisé, c'est comme si on avait fait brûler Rome, hein, c'était très, c'était terrible pour eux. Donc, pas étonnant, un certain nombre d'initiatives sont prises pour reconstituer le califat. Alors, il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui veulent agir. Et Hassan el-Banna est de ces jeunes hommes qui veulent agir pour réinstaurer le califat. Alors, comment il voit sa mission? Comment il définit en fait les frères musulmans? Il dit, nous ne sommes pas un parti politique, même si la politique pratiquée selon les règles de l'islam est au cœur de notre pensée. Nous ne sommes pas une association caritative, même si le travail caritatif est l'un de nos principaux objectifs. Nous ne sommes pas un groupe sportif, même si le sport est un moyen pour nous. Nous ne sommes rien de tout cela, nous sommes une idée et un dogme, une ligne de conduite, un système qui ne peut être délimité et catégorisé. Il dépasse toute frontière géographique, il existera jusqu'à la fin des temps, car ce système est celui d'Allah. Nous sommes sur le chemin des compagnons du prophète, nous poursuivons sa mission, la da'wah. Donc c'est la da'wah
Et comment? Eh bien, en n'utilisant pas les catégories occidentales, en utilisant des moyens qui ont toute une fin, qui est celle donc de l'instauration du califat sur terre et de la société islamique, une société entièrement gouvernée par l'islam, qui n'est pas une série d'instructions, mais un système complet qui est la solution à tout. D'ailleurs, il n'y a pas de solution en dehors de l'islam, c'est-à-dire que l'islam est nécessaire et suffisant. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Il y a tout dans l'islam, il est simplement à découvrir. Donc le frérisme, c'est une guidance. Il faut ordonner le licite et pourchasser l'illicite. Il faut le faire chez soi, bien sûr. Il faut aussi le faire chez les autres. C'est un mouvement axé sur la mission. Nous sommes l'appel du Coran, nous dit El-Banna. Le temps importe peu, puisque le chemin est tracé. Donc ça peut prendre des siècles, ce n'est pas un problème. Chacun pourra faire sa part. De toute façon, il sera rétribué le jour du jugement dernier. Donc même s'il ne voit pas la finalité de son action, eh bien, il sera rétribué. Donc tout est bien fait. Vous avez vu comme c'est bien fait. Le temps importe peu, le chemin est tracé. L'ordre social, il n'y a pas à le penser puisqu'il est déjà là, ce qui donne évidemment à ce mouvement une force phénoménale puisqu'il n'a qu'à faire toujours avancer les choses. Il avance et il ne s'arrête pas. Je disais tout à l'heure, c'est un mouvement qui ne s'arrêtera pas sauf à vouloir l'arrêter. La structure de la confrérie est maintenant assez bien connue, notamment l'exemple égyptien, qui a ses variations dans les pays occidentaux en format réduit apparemment. On ne connaît pas très bien parce que, comme je dis, c'est une confrérie secrète. Mais là, sur le modèle égyptien, on le connaît bien parce que quand les Égyptiens ont voulu passer aux politiques, ils ont donné un certain nombre de billes. Hein, ils ont expliqué un peu qui ils étaient. Et donc, on a des grands guides de la confrérie qui ont parlé, qui ont décrit l'intérieur de la confrérie. Donc, avec un guide général, son bureau d'orientation, son conseil religieux, conseil de la Shura, aussi un aspect administratif, et puis trois niveaux, un district, une division et une cellule de base, la Ousra. Je vous parlais du document de l'UOIF qui est paru dans Le Point, et bien justement, il fait état de l'existence de cette Ousra, de cette famille, de cette cellule. Donc, la méthode, c'est l'islamisation, bien sûr, et l'islamisation, c'est du plus proche au plus lointain. Et ça, c'est chez tous les frères, c'est la méthode qu'ils emploient. C'est une méthode très intuitive, très instinctive, très naturelle. On va éduquer et former l'individu donc au frérisme. Et lui aura pour tâche, en même temps que finalement il se forme, de rééduquer sa famille, son entourage, et la famille elle-même, en même temps qu'elle s'islamise, eh bien, elle va avoir pour tâche de donner l'exemple à son quartier, et puis à la société, puis à la gouvernance, puis l'État islamique. Puis un État islamique va chercher à réunifier, à tisser des liens avec un autre État islamique, ça, jusqu'à ce que, évidemment, tout le monde s'accorde autour de l'Oumma, de la nouvelle unité islamique. C'est la seule nation que Dieu peut supporter, c'est la nation islamique, l'Oumma. Alors, on ne choisit pas d'entrer dans la confrérie, on ne s'inscrit pas sur une liste, on n'écrit pas au Père Noël, on veut pas tout ça. C'est elle qui vous choisit, c'est elle qui vous forme. Et puis, au bout de plusieurs années, si vous avez gravi tous les échelons, à ce moment-là, elle va se faire connaître de vous. Donc, en fait, vous avez été endoctriné pendant un certain nombre d'années. Si elle ne se fait pas connaître de vous, vous ne saurez jamais qui elle était. Donc, vous aurez l'impression que quand on parle des frères musulmans, ça n'existe pas. Et pourtant, vous aurez en fait intégré tout ce qu'elle vous aura appris. Et si elle se fait connaître de vous, c'est qu'elle pense que vous voulez rentrer. Et donc, généralement, on rentre. Et à ce moment-là, vous rentrez dans le cœur du réacteur, là où j'ai mis assermenté, vous prêtez serment. Et puis, et les affiliés, c'est ceux qui n'ont pas réussi en fait à rentrer dans le cœur du réacteur qui vont quand même les servir parce que ils ont investi quand même un certain nombre d'années pour les former.
C'est pas pour les balancer après, ils se retirent, ils ne se présentent pas, mais ils vont continuer à les utiliser dans les activités associatives, dans toutes sortes de choses. Ça peut être dans n'importe quel secteur, on verra ça tout à l'heure. Donc, vous prêtez serment et à l'intérieur, il y a aussi donc plusieurs stades, euh, plusieurs niveaux. Et chaque fois que vous passez un niveau, vous en connaissez toujours plus sur la confrérie. C'est pour ça qu'on n'est pas tout à fait sûr de ce qu'il y a dans cette confrérie européenne parce que les gens qui sont désistés sont les gens, à mon avis, qui ne sont pas allés très loin dans la hiérarchie. Donc, on n'a pas touché au cœur du réacteur, quoi. Alors, quand est-ce que les frères sont arrivés en Europe? Euh, donc, avant, je crois, au même moment qu'aux États-Unis, peut-être un petit peu au Canada, mais je ne connais pas très bien. Mais disons, c'est les années 60. Les années 60, vous avez donc des réfugiés, des étudiants, réfugiés aussi des pays musulmans. Donc, eux, ils veulent un califat, ils veulent une société islamique et ils n'y arrivent pas. Et donc, ils sont obligés ils veulent aussi s'éduquer justement pour arriver mieux armés, mieux formés pour reprendre le pouvoir. Donc, ils partent sur les campus universitaires en Europe, aux États-Unis, peut-être au Canada. J'avoue que je ne sais pas. Il n'y a pas de raison qu'ils n'y soient pas allés, en tout cas. Et pendant un certain nombre d'années, ben, ils se retrouvent, ces années 60, hein, les années 60, les campus, c'est olé olé hein, quand même, et il se passe des choses, et on refait le monde. Donc, eux, leur monde, ben, c'est les pays musulmans. Et à partir des années 70, ben, les Iraniens, après la révolution, rentrent chez eux. Il y en a un certain nombre qui rentrent, même avant, dans les années 60, comme Saïd Qutb, qui ne supporte pas en fait de vivre aux États-Unis et qui rentre et qui est jeté en prison et pendu. Donc, c'est pas un super exemple pour les autres qui vont se donner en fait une nouvelle mission qui est de convertir les populations migrantes musulmanes et après les autres à l'islam. Ainsi, s'ils n'ont pas le droit, selon la charia, de vivre en pays de mécréance, il suffit de transformer le pays, le pays de la guerre, Dar el-Harb, en Dar el-Islam, hein, en territoire de l'islam. Et donc, ils commencent à penser ça. Ils vont chercher dans les textes de quoi valider leur projet. Ils trouvent qu'effectivement, il s'est passé la même chose avec le prophète quand il est arrivé à Médine. Il a fallu qu'il se batte, qu'il convertisse, etc. Eh bien, voilà, c'est le programme que se donnent les frères musulmans. Euh, mais dans un contexte qui n'est pas évidemment le même que celui du prophète, donc avec cette attention au contexte. Et c'est là que les enseignements de Kardawi sont importants parce qu'il leur dit, c'est pas la peine d'essayer de tuer tous ces gens. Un, vous n'y arriverez pas. Deux, c'est pas intéressant parce que parfois, ils sont plus musulmans que vous. Et moi, c'est ce que j'avais appris quand j'allais dans les cercles au tout début de mes enquêtes. Ils n'arrêtaient pas de me dire que finalement, enfin, ils projetaient sur moi quelque chose qui était plus musulman qu'eux-mêmes. C'était très bizarre. C'était aussi tactique, hein. Il s'agissait de me faire rentrer dans l'islam avant même que j'y pense. C'était me rendre charia compatible, si vous voulez. Et donc, ces étudiants sont restés. Ça a donné ce que vous avez vu sur la scène de l'UOIF. Ils sont restés et ils ont misé en fait sur les populations issues de l'immigration, donc les jeunes qui sont nés dans les pays occidentaux. Il y a un programme qui le dit, mais parfaitement. Enfin, ils ont tout écrit ce qu'ils allaient faire. Ça, c'est quand même une spécificité des frères. C'est qu'on ne pourrait vraiment pas dire qu'ils ne nous ont pas prévenus. Ils ont absolument tout écrit. Et c'est pas seulement dans les plans secrets, hein. Il y a des plans secrets qu'on a retrouvés qui montrent la dimension programmatique du mouvement. Mais là, c'est pas seulement ça. Ils ont vraiment tout écrit. Et le document le plus intéressant sur ce point-là, c'est celui de l'ICESCO, qui est l'organe équivalent de l'UNESCO, ce qui est l'UNESCO à l'ONU, c'est l'ICESCO à l'Organisation de la coopération islamique. Et ce document, vous pouvez trouver en anglais et en français sur Internet absolument librement, vous explique exactement le programme des frères, ce qu'ils ont commencé à faire dans les années 90.
Vous avez un personnage, alors j'ai mis Saïd Krout, Maoudoudi. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que ça nous ferait trop de temps, ça nous ferait passer trop de temps. Donc l'islamisation, c'est pas une islamisation seulement des territoires, c'est comme ça a pu être monté pendant des années. On a beaucoup parlé en France, notamment de les territoires perdus de la République, les territoires conquis de l'islamisme. C'est pas seulement une emprise territoriale, c'est surtout, moi je pense, leur force, c'est l'emprise sectorielle, c'est-à-dire de s'attaquer à tous les secteurs d'une société simultanément. Donc, il n'est pas nécessaire d'être très nombreux, il suffit d'être placé au bon endroit au bon moment. Et ça, Kardawi n'arrête pas de leur dire, étudiez, passez votre temps à étudier les milieux. Soyez intelligents, comprenez comment ça fonctionne et après, allez-y. Tout ce qu'on ne fait pas, en fait. Vraiment tout ce qu'on ne fait pas. Donc, entrisme, infiltration, noyautage d'une association caritative, d'un syndicat, un parti politique, d'une grande entreprise, tout ça. Il faut y placer donc des individus ou des fréristes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas rentrés dans la confrérie, mais qui peuvent très bien jouer le rôle qu'on leur demande. Il n'est pas nécessaire absolument qu'ils prêtent serment. Et d'ailleurs, ça serait assez dangereux parce qu'ils finiraient par donner les secrets de la confrérie. Donc, il faut vraiment bétonner le système pour que ceux qui travaillent pour la confrérie ne soient pas trop au courant de la façon dont elle fonctionne. Euh, voilà. Donc, les pères du frérisme, bien sûr, la confrérie, Hassan el-Banna, et puis ceux qui ont, à mon avis, écrit le plus, qui nous intéresse pour comprendre la stratégie des frères musulmans, c'est Maoudoudi, indo-pakistanais, et Kardawi. Alors, Maoudoudi, c'est celui qui va être suivi notamment en Europe, surtout par la partie anglo-saxonne, parce que c'est un indo-pakistanais. Et puis Kardawi, c'est celui qui est suivi surtout par la composante arabe. Et celui qui fait le lien en fait entre les différents pôles des frères musulmans en Europe, c'est Saïd Ramadan, depuis l'Institut de Genève qu'il a créé, l'Institut islamique de Genève, le Centre islamique de Genève, qui existe toujours, tenu d'ailleurs par son fils Hani. Et l'autre, évidemment, c'est Tariq Ramadan qui sera aussi de la synthèse très efficace du système et de l'action. Alors, tout ça est détaillé dans mon livre, je vais pas trop m'arrêter là-dessus. Oui, quand vous entendez islam du juste milieu, même si ce n'est pas des frères musulmans qui utilisent ce terme, c'est quand même un terme qui a été forgé par les frères. C'est le principe de la wasatiyya qu'ils ont. C'est pas eux qui ont inventé la wasatiyya, c'est quelque chose qui existe avant, mais ils l'ont vraiment pensé et donné un contenu. Et ce contenu, il est traduit par juste milieu, c'est-à-dire la modération, jamais trop, jamais trop peu. En réalité, moi, je trouve que euh, ça, ça, ça décrit plutôt un positionnement dans l'espace politique, c'est-à-dire savoir se situer au milieu pour pouvoir pagayer à droite ou pagayer à gauche. C'est un peu le en même temps, quand on parle de Macron, c'est un peu ça, où les gens parlent de l'extrême centre, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser soit la gauche, soit la droite, selon là où on veut aller. Euh, donc voilà, c'est ça le juste milieu. Euh, Aligner les diverses tendances du mouvement islamique vers le but, la société islamique, établir des principes communs pour guider l'action collective. Voilà, il ne faut pas oublier que Kardawi n'est pas un modéré, pas du tout, et c'est même un furieux antisémite. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est marquant, c'est-à-dire autant il passe sa vie presque à dire que la violence n'est pas efficace. C'est pas qu'elle est moralement condamnable, c'est qu'elle n'est pas efficace par rapport. Ce qui compte, c'est l'efficacité, c'est le but ultime. Toujours, frère, toujours penser l'objectif. Et là, la violence, c'est pas. Il y a des milieux où ça fonctionne pas, et notamment dans nos sociétés pacifiées, la violence, ça vous amène que des ennuis. Donc, il faut la faire, éventuellement, il faut la laisser être. C'est toujours utile, hein, ça terrorise un peu, mais c'est pas le premier, la première des choses à faire. Ah, votre Ah, batterie.
Je vais aller vite parce que là, j'ai pas de... Ah, j'ai la mienne, peut-être que ça fonctionne. Je sais pas c'est quoi ça? Ouais, c'est un Mac. Ah, Bon, je vais aller vite. Alors, donc, Kardawi, c'est très étrange d'ailleurs que ce soit. Donc, Kardawi appelle à l'anéantissement des Juifs, déclare que la Shoah est une punition divine. Dans la charte du Hamas rédigée en 1988, on voit ses positions idéologiques. Euh, c'est très facile de voir en fait l'influence qu'il a pu avoir sur le Hamas et c'est pas tout à fait pour le hasard si la résonance après le 7 octobre, hein, la résonance que ça a eu dans tous les pays et dans tous les endroits où sont présents les frères. C'est pour moi, c'est et surtout sur les campus, hein, puisque l'endroit où les frères vont, c'est d'abord sur les campus. Alors, je vais avancer un petit peu avant que ça se coupe. C'est idiot quand même. est-ce que vous avez une entrée USB? Non, non, Non. c'est une entrée USB-C. Ouais. Donc, il y a un document qui est très important et dont je parle dans le livre. Ah, mais on a encore 10%, ça va. Et qui s'appelle Les priorités du mouvement islamique 1990-2020. À peu près le moment où je commence à étudier et à peu près pas très longtemps maintenant. Il invite le mouvement islamique à emprunter trois grandes directions pour les 30 ans à venir. On est dans les années 80, hein. Et il dit il faut former une avant-garde islamique pour prendre en main les écoles islamiques, les instituts de formation. Et il faut former une élite. C'est ça. C'est pas l'islamisation par le bas comme chez les Égyptiens. On s'adresse au contraire aux élites. C'est la formation d'une opinion publique qu'on aura débarrassée des effets de campagne de dénigrement de l'islam. En fait, on a en germe toutes les campagnes contre l'islamophobie. Donc l'islamophobie, c'est absolument pas un truc pour lutter contre la discrimination, c'est un dispositif frériste pour, euh, pour, euh, pour empêcher en fait toute critique de l'islamisme et du frérisme en particulier. Et pas que ça, pour introduire les lois sur le blasphème, etc. Et puis la préparation d'un climat mondial d'acceptation de l'existence de l'Oumma, que le marché halal fait très bien, puisque le marché halal, en fait, va communiquer le même message à tout le monde sur tous les continents, en expliquant aux musulmans qu'ils sont une partie de l'Oumma et que par conséquent, ils doivent consommer de telle ou telle manière, telle ou telle chose. Donc, c'est une culture globale qui est là proposée par le marché halal. Euh, il voit aussi, il dit voilà, il va falloir identifier les grands domaines d'islamisation. Il en propose un certain nombre, l'éducation, le politique, le social, l'économie, le djihad, la communication et les sciences et éthiques. Et vous avez là le programme en fait des frères musulmans depuis les années 80. Qui passait effectivement en premier par l'éducation, hein, c'est l'université et les écoles, surtout les frères français, puisque l'école de la République, c'était quand même un sacré obstacle pour eux, avec sa laïcité, etc. Donc là, ils ont quand même bien travaillé les choses, puisque aujourd'hui, on a des enseignants qui se censurent, hein, depuis Samuel Paty en particulier, depuis l'assassinat du professeur Paty. Et puis, les universités ne font absolument aucun travail sur l'islamisme en Europe parce que justement, soit qu'elles ont été achetées par des pays du Golfe, soit que, et c'est le plus courant, elles ont été noyautées par des gens qui ont évidemment choisi comme successeurs des gens qui leur ressemblent. Et donc voilà, on peut dire que depuis 30 ou 40 ans, c'est bloqué. Le politique, c'est quelque chose qu'ils ont contourné assez longtemps, mais qu'on voit éclore maintenant. C'est ce que j'appelle les partis coucou. Ils ont utilisé des partis, hein, comme le coucou fait couver ses œufs dans le nid d'autres espèces d'oiseaux, eh bien ils font la même chose, ils font couver leurs œufs. Et puis là, ben, on voit un parti comme LFI, Jean-Luc Mélenchon, ben, on voit que les œufs sont en train d'éclore, hein. Ils sont de plus en plus explicites sur leur volonté d'imposer la charia. C'est étonnant. Enfin, moi, je le lis de façon je le décrypte immédiatement de façon très évidente. Ce parti est un parti proto-islamiste et il sera à terme le premier parti islamiste de France. Par exemple, j'ai pris la France, mais la Belgique s'est déjà très engagée, puisqu'aucun parti politique
n'est protégé de l'entrisme islamiste, tous, puisqu'il n'est pas possible de gagner la moindre élection sans le vote musulman. Vote musulman, vote comme un seul homme, sous contrôle, parce que le halal, parce que tout ce que j'ai expliqué. Il faut toujours comprendre aussi que les musulmans sont les premières victimes de l'islamisme et du frérisme. On ne le dit pas assez parce que quand on dit ça, on pense qu'ils sont morts, ils ont été tués. Quand on compte le nombre de morts, c'est évident. Mais du point de vue de l'endoctrinement, c'est vraiment les premières cibles. C'est ce qu'ils ont décidé, les frères, c'était d'abord d'orienter leur propagande sur les jeunes et d'en faire des machines à accomplir leur projet. C'est assez bien fait, ils les ont culpabilisés. Il y a dans un chapitre que j'ai écrit avec Fadila Maroufi, un chapitre sur les femmes qui est édifiant, sur la force d'entraînement que les salafis, les frérots salafis ont sur les autres. Bien sûr, le social, toutes les activités sociales, périscolaires, etc., c'est évidemment une priorité pour eux, pour faire passer leur message. L'économie du halal, c'est 3 000 milliards de dollars par an. C'est une économie colossale qui a vraiment, une force d'entraînement aussi et une force normative surtout étonnante. C'est de temps en temps, c'est le fait aussi de ne jamais condamner les actes violents. Vous remarquerez que les frères sont absents quand il s'agit de condamner les actes violents, ou alors pour dire c'est certainement l'extrême droite, etc. Là, par contre, ils sont très, très présents. La communication très perverse, je dirais. Si vous prenez par exemple AJ+, qui est la petite sœur d'Al Jazeera, donc financée par le Qatar, qui communique à la fois en défense des minorités LGBT et en défense des fréristes. Et ça, c'est vraiment pour moi une stratégie de ramollissement du cerveau de nos enfants et de nos petits-enfants. Il s'agit de les désorienter complètement, de les déstructurer. Ils appuient toujours là où ça fait mal, là où nos faiblesses sont manifestes, ils appuient dessus. Donc, quand j'entends dire oui, mais c'est parce que nous n'avons plus, oui, mais c'est parce que il nous manque ceci, on n'a pas compris cela, etc. Oui, bon, enfin, ils ont quand même vraiment tout fait hein, pour désorienter des générations. Et évidemment, les politiques et leur clientélisme ont aussi joué le jeu. Et la dernière diapo que je voulais vous montrer, c'est ce que ça donne aujourd'hui. C'est-à-dire les missionnaires, hein, selon Kardawi en 1900, dans ce document publié en 1990, qui avait prévu donc l'émergence d'une élite cultivée. C'était le premier groupe vers lequel il fallait orienter son influence. Donc, elle existe, hein, ce sont les musulmans entrepreneurs, il y en a beaucoup maintenant. Ce sont aussi ces femmes féministes islamiques. Le féminisme islamique est une créature de Youssef El-Qaradawi, c'est flagrant, il suffit de le lire. Il faut aussi rééduquer les masses et on va utiliser le frérot-salafisme. Vous voyez en haut à droite un gars c'est typiquement le gars qui veut plus serrer de main aux femmes, il ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça l'islam lui a dit. Donc c'est avec ce genre d'islam qu'on rééduque les masses. C'est aussi des gens plus élaborés qui travaillent au sein des associations islamiques étudiantes. Euh, Nous avons en Europe la FEMISO, qui est l'organisation qui fédère en fait l'ensemble de ces étudiants, syndicats étudiants fréristes. C'est de là que va émerger les monsieur, madame islamophobie. Vous avez une madame islamophobie aussi. Voilà, c'est Ouais. tout à fait ce genre de personnage-là. Les enfants, on va les éduquer à l'aide de méthodes soufis, parce que les frères prennent un peu à toutes les écoles juridiques, à toutes les écoles théologiques. Donc, c'est le soufisme qui est choisi pour les enfants parce que le soufisme vous apprend l'adoration de Dieu en tout, partout. Et donc, c'est ça qu'il faut inculquer aux enfants. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.